Bonsoir. Si on regarde l'architecture financière économique internationale, on observe que ce chiffre était en fait seulement 500 milliards de dollars vers l'an 2000, disons. Et au fur et à mesure, ce chiffre s'est accéléré vers 2000 milliards de dollars aujourd'hui. Et si on ne change pas l'architecture financière mondiale, ce chiffre probablement sera vers 5 000 milliards, 10 000 milliards dans 5 ou 10 ans. Alors, c'est quoi les engins, les moteurs de ce chiffre? Il y a en fait trois problèmes structurels dans les pays du Sud. Le premier, c'est le déficit alimentaire. L'Afrique, par exemple, importe 80% de ses besoins alimentaires. La terre la plus fertile du monde. La deuxième défaillance structurelle qu'on observe ici en Afrique, dans les pays du Sud, c'est le déficit énergétique. Je vous donne un exemple. Un pays comme le Nigeria, qui est un très grand producteur de produits pétroliers, mais le Nigeria importe 100% de ses besoins en essence, par exemple. C'est incroyable, n'est-ce pas? Et comme vous le savez, on ne peut pas avoir une économie qui fonctionne normalement sans aliments et sans source d'énergie. C'est basique, c'est les piliers de fondation de n'importe quelle économie. Le troisième problème structurel, c'est la composition industrielle qu'on a introduit dans les pays du Sud, dans l'Afrique. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'on s'est spécialisé, pas nécessairement par choix, on s'est spécialisé dans les chaînes de production d'assemblage. Donc on importe l'énergie, on importe les technologies, on importe les produits intermédiaires et on utilise de la main-d'œuvre qui ne coûte pas cher pour fabriquer un produit final à valeur ajoutée très faible. Donc on importe la valeur ajoutée très élevée et on exporte de la valeur ajoutée très faible. Donc c'est une politique de piégeage industriel. Ce que je disais hier, c'est qu'on ne peut pas décarboniser un système qui est encore colonisé. Donc on doit simultanément décarboniser et décoloniser l'économie. De même, je disais aussi qu'on ne peut pas démocratiser une société sans qu'on décolonise l'économie. Donc, ce que je voulais dire par ça, c'est que les déficiences structurelles dont on a parlé, au niveau alimentaire, au niveau énergétique, au niveau industriel, c'est le résultat d'une structure économique coloniale. En fait, l'Afrique n'était pas colonisée afin de développer l'Afrique. C'était colonisé pour extraire des matières premières, des richesses naturelles et de créer un déséquilibre économique en faveur des pays européens. Donc, la période post-coloniale, la période des années 60, 70, etc., jusqu'à ce jour-là, ça reproduit en fait la même structure économique au niveau alimentaire, au niveau énergétique et au niveau industriel, de telle façon qu'on reste dans un cercle vicieux de dette externe, ce qui nous met dans une position de demander constamment de l'aide économique, de financement économique externe, de l'aide technologique pour faire la transition vers une économie soutenable. On doit non seulement payer la dette, mais ensuite emprunter afin de transformer notre économie. Mais en fait, c'est pas possible parce que le niveau de dette est déjà insoutenable. C'est pour ça que je dis qu'il faut annuler la dette, qu'il faut demander des compensations monétaires, des compensations technologiques pour réparer la structure de l'économie africaine
au niveau alimentaire. On parle de réparation d'une structure agricole qui ne sert pas les intérêts du peuple africain. On parle de réparer la structure énergétique parce qu'on ne peut pas se développer sans énergie. Les agences de notation internationales, ils observent les résultats. Ils veulent voir des résultats concrets. Alors que maintenant, en fait, on emprunte afin de financer la consommation. Donc, on ne parle pas d'investissement, on ne parle pas de transformation. On emporte seulement afin de consommer. Et bien sûr, les agences de notation, ils observent ça et ils disent que ce n'est pas une solution de transformation. Donc, on ne peut pas donner une bonne notation pour ce pays parce que ça va continuer le cycle de la dette et ça va augmenter le risque de non-paiement. Et leur job, c'est de noter le risque de non-paiement. Donc, on peut comprendre la formule de leur notation et faire de sorte que nos investissements sont en fait productifs et nos investissements sont dirigés directement vers les défaillances structurelles de notre économie. Donc les pays du Nord, en fait, ils n'ont pas le choix, ils doivent exécuter. Et la réalité qu'on observe ici, c'est que le système financier international, c'est un système qui était basé sur les organisations de Bretton Woods, qui ont été créées en 1944. En 1944, la majorité du monde était colonisée. Donc, on parle d'une structure économique et financière coloniale qui existe jusqu'à aujourd'hui. Donc, un système financier qui n'était pas créé par nous et pour nous ne peut pas être le système financier qui va nous sauver aujourd'hui du point de vue climatique ou économique. Donc c'est un fait qu'on ne peut pas nier et que les pays du Nord ne peuvent plus nier. Donc ce qu'on a vu à Paris, c'était en fait un petit exercice pour modifier un tout petit peu la structure du système financier. Mais malheureusement, ce n'était pas vraiment toute une transformation. C'était une petite étape qui disait qu'il y a besoin d'accélérer le financement pour la transition énergétique. Mais on ne parle pas de compensation pour la dette climatique, par exemple. On parle de financement du secteur privé, non pas de l'État français ou de l'État américain, etc. On ne parle pas directement de compensation pour la dette climatique. C'était une petite étape vers une transformation qui donnera à l'Afrique, aux pays du Sud, un peu plus de présence, de décision dans les institutions de la gouvernance internationale. Même si c'est toujours déséquilibré. Donc, ce sont les premières étapes de transformation, mais je ne dirais pas que c'était une victoire pour l'Afrique ou pour les pays du Sud. Et malheureusement, on n'a pas reconnu les structures, les déficiences structurelles dont on a parlé aujourd'hui, parce qu'une transition énergétique, climatique, une transformation du système financier ne peut pas être réelle si on ignore encore ces déficiences économiques et structurelles.